La journée s'annonçait longue et ennuyeuse, comme souvent. Il était à peine 10 heures et j'en étais déjà à ma 3e tasse de café. Je me leva, traversa lentement mon petit salon et regarda la rue par la fenêtre. Mon petit village lorrain était très tranquille à cette heure de la journée. Presque tous les gens en âge de travailler étaient employés dans les villes voisines, le reste était réparti entre le bar, la boulangerie, la mairie, la bibliothèque et la poste. Il n'y avait ni école primaire, ni de pharmacie, et la mine qui se trouvait non loin avait été fermée. Du temps de ma jeunesse, j'avais été mineur. Tous les matins, je me levais de bonne heure, et je revenais le soir, fourbu, éreinté de ma journée. Mais j'étais content de mon travail. Je ne risquais pas de perdre ma place, et je gagnais suffisamment pour vivre modestement. J'avais travaillé des dizaines d'années dans cette mine, jusqu'à ce que mon dos me fasse trop souffrir pour me permettre de reprendre la pioche. À partir de ce moment-là, ma vie était devenue encore plus monotone, je me levais le matin uniquement pour aller me coucher le soir. Je sortais peu. Ma femme était morte pendant la Seconde Guerre mondiale. J'avais été soldat, et prisonnier de guerre. Après ma libération, j'étais rentré, et avais trouvé une maison vide. J'avais été abattu et m'étais réfugié dans le travail. Au fil du temps, mes amis étaient morts, de maladie ou de vieillesse, jusqu'à ce qu'il m'en reste plus qu'un, Charles, qui lui avait trouvé sa femme après la guerre et avait eu une descendance. On se retrouvait à notre bar pour bavarder un peu, mais avec l'âge Charles devenait casanier et renfermé. Je n'avais donc plus grand-chose à faire. Je lisais le journal sans grand intérêt, achetais de temps en temps un autre roman, mais le finissais rapidement, je n'écoutais pas la radio, car ce qui passait ne me plaisait pas, et je n'utilisais pas Internet, car je ne comprenais rien aux technologies nouvelles. Je regardais plutôt la télévision, soit des documentaires soit les informations, et l'addiction au café que j'avais développée, m'amenait souvent à râler pendant les journaux télévisés pour diverses raisons, ce qui m'avait fait gagner dans le voisinage, la réputation de vieux grincheux. J'attendis midi sans trop m'activer, et décida que je n'étais pas sorti depuis un moment. Je sortis, me traînant lentement dans les rues et le parc, dans lequel je m'assis une petite heure, puis vers 15 heures, je me dirigea vers le bar, où j'ai eu la surprise de trouver Charles. Je suis allé m'asseoir près de lui pour discuter du bon temps. Mes pensées firent naître en moi un élan de nostalgie. Comme j'aurais aimé revenir au temps où je rentrais chez moi, auprès de ma femme qui m'attendait avec un bon repas chaud, après avoir miné toute la journée. Rien que le travail me manquait, surtout l'ambiance de camaraderie qu'il y avait entre moi et tous mes collègues. Ce genre d'emploi difficile rapprochait beaucoup les gens, qui peinaient tous les jours, parfois les uns collés aux autres, dans l'obscurité, pour empocher leur salaire du mois. Lorsque l'un d'entre eux se blessait, c'était tout le corps minier qui était handicapé. Lorsque l'un d'entre eux s'en allait, le vide qu'il créait n'était jamais totalement comblé. Lorsqu'un nouveau arrivait, une place lui était faite pour qu'il se rattache à cette machine humaine. À force de me souvenir, j'ai eu envie de retourner voir à la mine, même si je me doutais qu'elle serait fermée. Vers 17h30, après avoir parlé avec Charles, j'ai pris congé, et mes pas me menèrent à mon ancien lieu de travail. Il faisait déjà sombre, mais j'avais tout de même envie d'y refaire un petit tour. Je traversa le terrain vague qui s'étendait devant l'entrée, et fus surpris de constater que la porte du poste d'entrée était ouverte. Une faible lumière en sortait. J'entra, afin de voir si l'on n'avait tout simplement pas oublié d'éteindre après être passé pour une quelconque raison. Un seul néon fonctionnait encore, la lumière parvenait. Les pioches étaient rangées à droite, les casques à gauche. Près de ces derniers, se trouvait la table à laquelle s'asseyait jadis, celui à qui les mineurs devaient rendre compte de leur présence. Au fond de la salle, se trouvait la porte qui donnait sur le monte-charge qui descendait dans les entrailles de la mine. La porte était entrebâillée, et un faible bruit de machinerie sortait de la pièce. Je me prépara à rebrousser chemin, songeant que ce n'était pas mes affaires, mais la curiosité l'emporta et je chercha parmi les casques, un dont la lampe n'aurait pas rendu l'âme. Par chance, j'en trouva un facilement. Je passa alors la porte donnant sur l'autre pièce. Le bruit devait venir du monte-charge. Je me positionna dessus et abaissa la manette permettant de le faire bouger. La plateforme produisit un grincement assourdissant, puis commença difficilement à descendre vers les entrailles de la terre, se bloquant parfois quelques secondes et renvoyant maintes secousses. Soucieux d'économiser la batterie de ma lampe, je me contenta de la petite lueur jaune que diffusait une minuscule ampoule à côté du panneau de contrôle, jusqu'à ce que j'arrive dans la mine même. Quelques ampoules fonctionnaient encore sur les murs du tunnel, mais certains endroits étaient complètement plongés dans le noir. Je ralluma la torche frontale de mon casque,
La lumière blafarde éclaira les parois rocheuses et le sol jonché de petits cailloux. Des fissures se voyaient par endroits, il valait mieux ne pas trop s'attarder, au cas où un éboulement choisirait ce moment pour se déclarer. Un silence pesant régnait, interrompu occasionnellement par le grésillement d'une ampoule. J'avança vers les ténèbres qui m'engloutissaient tous les jours lors de mes jeunes années. Je marchais depuis quelques minutes lorsque je remarque un petit bout de papier collé sur le mur, où il était inscrit « Wilson Carter, 29 avril 1927 ». La coutume voulait que lorsqu'un mineur en avait définitivement fini avec le travail, on laissât une trace là où il s'était arrêté de piocher. Cette coutume s'était mise en place très tôt dans la mine, et s'était perpétuée, pour peu que je le sache, jusqu'à sa fermeture. Ainsi, je marcha en croisant de temps en temps d'autres petits bouts de papier, avec parfois des noms connus écrits dessus. Mon cœur se serra lorsque je vis le mien collé en dessous d'une ampoule. C'était donc ici que j'avais porté mon dernier coup de pioche. La suite du tunnel était donc une entière nouveauté pour moi. Mais le couloir rocheux se prolongeait encore bien au-delà de ma vue. Je me demanda si cela valait le coup de continuer. J'avais revisité la mine de mes souvenirs, des choses étaient remontées à ma mémoire au cours de mon chemin, et mon petit sentiment de nostalgie s'était en allé. De plus, je n'étais pas sûr d'être ici en toute légalité, si des fissures avaient commencé d'apparaître, la mine devait être interdite d'accès ou en passe de le devenir. Je me retourna donc et rebroussa enfin chemin, pensant me reposer dans mon fauteuil bien douillet lorsque je serais rentré chez moi. Cependant, après quelques pas, je m'arrêta soudainement, entendant un son qui n'avait pas lieu d'être. Je l'aurais reconnu entre mille, le son d'une pioche qui tapait contre la roche. Le son venait de la partie inconnue du tunnel, il se répercutait sur les parois en écho et maintenant qu'il avait commencé, ne s'interrompait plus. Je me retourna à nouveau vers les ténèbres, perplexe. Comment se faisait-il que j'entendais cela? Mon esprit me jouait-il des tours? Pourtant cela semblait bien réel. J'avança lentement vers le noir. Les petits cailloux crissaient sous mes chaussures. Aucune ampoule n'éclairait cette partie du souterrain, seule la faible lueur émanant de ma lampe frontale me permettait de m'assurer que j'allais pas droit vers un cul-de-sac. Le son se rapprochait au fur et à mesure que j'avançais, mais il devait encore être éloigné du bout du tunnel. L'odeur caractéristique de la mine envahissait mes narines, enivrait mon esprit, imprégnait mon corps. Je commençais à perdre la notion du temps, le tapement de la pioche remplaçait le tic-tac des horloges, les secondes qui s'écoulaient étaient autant de coups portés sur la roche dure, chaque minute qui s'évanouissait était une partie des parois qui se brisaient sous l'ustensile. Soudain, j'arriva au bout du tunnel, et m'arrêta, étonné. Personne. Le son était pourtant toujours présent, et paraissait toujours éloigné. C'était à n'y rien comprendre. L'écho venait-il de mon esprit? Était-ce un fantôme du passé? Mes yeux se posèrent sur une porte d'acier. Qu'est-ce qu'une porte d'acier faisait au fond d'une mine? Elle paraissait bien vieille. Je m'approcha et colla mon oreille sur le métal froid. Les coups de pioche semblaient bien venir de là. Je me demanda si j'aurais assez de force pour l'ouvrir. À ma grande surprise, j'eus à peine besoin de tirer, la porte pivota toute seule, dans un grincement effroyable, une fois que j'ai abaissé la poignée. J'ai failli alors avoir une crise cardiaque. Le côté intérieur de la porte, jusqu'alors dissimulé, n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait apercevoir en venant du tunnel. Elle était noircie, comme si on avait tenté de la brûler sans succès, la rouille la dévorait par endroits, et au milieu de la surface irrégulière, un œil rouge était représenté, si bien fait qu'au début, j'ai cru que c'était la porte qui me regardait d'un air sinistre. C'était de plus en plus étrange. Je me demanda si c'était un lieu de culte sataniste, et, furieux que ce genre de vermine se serve de ma mine pour de telles activités, je pénétra sans hésiter dans le nouveau boyau obscur qui s'étendait maintenant devant mes yeux. Le son de la pioche se faisait maintenant beaucoup plus proche, mais le reste des bruits était comme étouffé, si bien que je n'entendis pas la porte se refermer derrière moi. Ici, la paroi était totalement lisse, sans bout de papier, sans lampe, sans rien permettant de se repérer. Ma lampe frontale projetait une faible lueur blafarde sur le sol tout aussi lisse. Ce ne pouvait avoir été fait de main d'homme, et l'idée que quelqu'un ait fait pénétrer une machine ici pour creuser un nouveau souterrain me paraissait dénuée de sens. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tunnel? Petit à petit, j'entendis un son qui s'ajoutait à la pioche. Je n'en étais pas sûr au début, mais plus j'avançais, plus ce son se faisait distinct. Les pleurs d'une enfant. Je commença alors à m'inquiéter, n'arrivant pas à faire le lien entre ces hypothèses et les faits, ni entre les faits entre eux,
et surtout ne comprenant pas la présence d'une enfant seule dans un tel lieu, si loin de la surface. Comment avait-elle fait pour entrer et parvenir jusqu'ici? Je lui demanderai quand on serait sorti. Au loin, je vis une ombre se détacher du reste du tunnel, ce devait être elle. À partir du moment où je la remarqua, la pioche cessa de frapper, et les pleurs de l'enfant emplirent tout le tunnel. La petite était vêtue d'un manteau à capuchon bien trop grand pour elle. De loin, on aurait dit qu'il tenait tout seul en l'air. Lorsque je ne fus plus qu'à quelques mètres, je l'avertis que j'étais là et que j'allais la faire sortir. Une odeur de saleté, de terre et de poussière se renforçait à mesure que je m'approchais, et je finis par me demander si c'était d'elle que cela émanait. Elle pleurait toujours. Le haut du capuchon atteignait le mètre 50. Elle était bien trop grande pour la voix qu'elle avait. Je posa malgré tout, une main bienveillante sur son épaule pour la faire se retourner. Bien que je n'ai eu pas le temps de voir grand-chose, car ma lampe frontale grilla à ce moment-là, ma vision fut cauchemardesque. Une tête large, presque carrée, une bouche à la mesure de la largeur du visage, et 2 yeux noirs, luisants, dénués de tout sentiment. Une haleine pestilentielle, et le dessous du manteau qui exhalait cette puanteur que j'avais sentie en m'approchant. Lorsque ma lampe grilla, quelque chose qui ressemblait à un cri de rage humaine, mais en plus guttural, retentit, et je fus violemment repoussé en arrière et tomba au sol. Je n'y voyais plus rien, je n'avais plus que mon ouïe, mon odorat et mon toucher. Quelle était cette chose que j'ai vue? Était-ce une abomination démoniaque? J'étais peut-être entré dans un passage vers l'enfer. Je devais rebrousser chemin au plus vite et fermer la porte derrière moi, peut-être était-elle capable de l'arrêter. Je rampa lentement, au hasard, jusqu'à sentir un mur et y prendre appui pour se relever. Des bruissements rapides de tissu se faisaient parfois entendre, mais impossible de savoir d'où cela venait exactement. En tout cas, je n'avais plus aucun contact avec la créature. Peut-être que je l'avais rêvé? Ou alors se tapissait-elle dans l'ombre, prête à me porter le coup de grâce? La chute m'avait en effet beaucoup fait mal, et j'éprouva de la difficulté à marcher. Peu importe, l'important c'est de sortir. Je suivis le mur à tâtons, espérant que je ne me méprenais pas sur la direction. Quelque chose de volumineux et métallique s'écrasa alors derrière moi. Le silence reprit son règne dès que le fracas métallique a cessé. Je n'entendais pas mes propres pas, ma propre respiration. La seule chose que j'entendais, était un grincement, comme si quelque chose exerçait une pression sur un objet de métal. Rien d'autre. Cette attente était pesante, angoissante. Un peu trop pour mon cœur. Je tremblais affreusement et avais du mal à respirer, la douleur emplissait mon corps à cause de la chute. Le même fracas métallique que précédemment se fit entendre dans mon dos, plus proche cette fois. Puis je sentis comme un courant d'air effleurer mon visage. De sombres pensées commencèrent à naître dans mon esprit. La chose se rapprochait certainement, tout comme cet objet de métal qui avait été comme projeté vers moi. Les intentions du démon étaient claires. Je ne pensais plus pouvoir m'en sortir. Mais après tout, ce ne serait peut-être pas si mal. Si je mourais sur le lieu de travail que j'avais tant chéri, je pourrais enfin rejoindre ma femme. Comme en réponse à mes pensées, une énorme masse de métal me percuta de plein fouet, me projetant au sol. Presque aussitôt, je me sentis soulevé dans les airs par la cheville, et fis un long vol plané avant d'aller m'écraser de nouveau. La chose s'en donnait à cœur joie. Je n'étais plus qu'une marionnette pour elle. Ce n'était qu'une question de minutes avant que je ne perde la vie. Alors une faible lueur blafarde éclaira le plafond. Peut-être que ma lampe frontale n'avait-elle en fait pas grillé et remarchait-elle, malgré tout ce qui s'était passé. Un réfrigérateur volait au-dessus de moi. Le métal était abîmé, rouillé à certains endroits. Je ne pouvais regarder ailleurs, mais du coin de l'œil je discernais une silhouette sombre, qui levait les mains vers l'objet qui n'était clairement pas à sa place dans un tel lieu. La suite était cependant claire. La chose abaissa ses mains, et toute la masse du réfrigérateur s'écrasa sur moi. Mais la dernière seconde de ma vie, je fus heureux. Heureux de quitter ce monde cruel ici, dans ma mine. Chez moi.